Bonjour chers apprenants. Nous allons maintenant aborder donc le deuxième chapitre, le deuxième cours donc de notre unité euh, portant donc sur les premiers secours psychologiques et accompagnement psychosocial. Nous avons vu dans le premier cours les premiers secours psychologiques. Donc dans ce second cours, nous allons voir la gestion donc du stress et accompagnement psychosocial dans les urgences sanitaires. Il faut savoir que travailler donc dans un hôpital hospitalier est souvent donc difficile et avec des plaintes récurrentes des professionnels, mais également donc des usagers, donc des patients qu'on reçoit. Donc il y a beaucoup donc de plaintes et les situations donc de crise sanitaire vont venir donc aggraver ou encore mettre une pression donc supplémentaire donc aux soignants ou aux agents donc de la santé. Et cela, c'est lié au fait que la maladie donc qui survient est une maladie qui est nouvelle. On n'a pas trop d'informations au cours donc de la crise sanitaire. Euh, ça peut être une pathologie qui est contagieuse, pour laquelle on n'a pas beaucoup donc d'informations. Il y a beaucoup donc de zones d'ombre sur euh, la crise sanitaire. Et tous ces éléments vont entraîner donc des difficultés donc aussi bien pour les professionnels de santé dans leur vie professionnelle, mais également dans leur vie personnelle. D'où la nécessité donc d'un soutien psychologique des soignants. Donc, l'objectif de ce cours, c'est de fournir donc les stratégies donc pour réduire l'impact psychologique de la crise sanitaire sur les agents donc de santé, mais également, s'ils sont bien formés, ils vont également implanter donc cela sur les soignés ou bien sur les personnes en état donc de d'urgence donc sanitaire. Donc, comme objectif donc spécifique, c'est de comprendre donc les problèmes psychologiques qui peuvent survenir ou se poser donc avec les situations donc de crise sanitaire. Également, améliorer donc les capacités donc des intervenants donc en gestion de stress, renforcer donc les compétences en matière d'écoute et d'accueil, et aussi connaître les bonnes pratiques en matière donc d'accompagnement psychosocial. Donc une question qui vous est posée, qu'est-ce que le stress et qu'est-ce qui vous stresse dans votre exercice professionnel? Donc c'est une question à laquelle vous allez répondre. Donc le stress et les souffrances au travail. Donc, on va aborder donc le stress pour parler un peu des différents éléments donc du stress, connaître le stress et les éléments qui accompagnent donc le stress. D'abord, le stress, pour savoir c'est quoi? C'est une réaction normale de l'organisme à toute sollicitation de l'environnement. Et le stress traduit donc la capacité donc à s'adapter donc aux contraintes et aux agressions que nous subissons donc tous les jours de notre vie. Le stress, il peut être quoi? Modéré, dans ce cas, il est positif, il nous aide donc à être efficace donc dans notre travail, à pouvoir accomplir donc une tâche. Par contre, le stress donc peut être élevé, il peut être dépassé. Dans ce cas, on devient donc improductif, on devient incapable donc de pouvoir agir comme il se doit, et cela impacte donc négativement donc sur la santé donc sur notre santé. Quels sont les facteurs donc de stress donc chez les agents donc de santé et les problèmes donc psychologiques qui peuvent donc se poser donc dans les urgences sanitaires? D'abord les facteurs donc de stress. Au niveau des facteurs de stress, les facteurs de stress, il peut s'agir quoi? De l'inquiétude et des craintes donc personnelles. C'est-à-dire les risques donc d'être contaminé ou de contaminer donc ses proches. Ça peut, le peut être inquiet ou le risque donc de mourir. Là, il y a une pathologie qui survient ou bien il y a une crise qui survient. Est-ce que je vais mourir? Donc ça peut m'inquiéter. L'incertitude de l'urgence sanitaire. On ne sait pas trop, les symptômes varient, il y a une multiplicité de protocoles pour pouvoir prendre en charge donc la crise sanitaire. Et aussi, ce qui peut être source donc d'inquiétude chez le personnel, c'est la durée donc de la crise sanitaire, de l'urgence sanitaire. On ne sait pas ça va durer pendant combien de temps, est-ce que ça va se poursuivre, est-ce que ça sera réduit. Donc on a tous ces incertitudes, on ne sait pas. Et puis l'incertitude également, c'est lié donc à l'avenir. Est-ce que je vais m'en sortir au décours donc de cette crise sanitaire? Deuxième élément de facteur de stress, c'est l'isolement social. Les soignants peuvent être stigmatisés, eux également et leurs familles, parce que considérés comme des agents, comme des vecteurs donc, de la maladie. Donc l'isolement peut être lié à la solitude qu'on va avoir lorsqu'on sera coupé donc des proches. Donc, les tensions donc, intrafamiliales peuvent être source donc d'isolement donc chez le soignant. Lorsque le patient donc, est en activité, qu'est-ce qui peut être un facteur donc, de stress donc, chez le soignant? D'abord, pour ceux qui travaillent, c'est le fait que le travail, la charge de travail soit importante, avec des responsabilités qui soient élevées. Et lorsque les tâches ne sont pas bien définies, les procédures donc ne sont pas claires, tout est flou.
Et aussi lorsqu'il n'y a pas de cohésion donc au sein de l'équipe qui est chargée donc de prendre en charge les personnes donc en situation donc au cours donc, de la crise donc sanitaire. Également, le fait de travailler aussi dans le milieu ou dans l'épicentre, dans l'endroit où suivait donc la crise sanitaire. Donc, pour à titre donc d'exemple, pour ceux qui ont travaillé dans les centres donc de Vitib ou au CIMIT, à l'INJS, au cours donc de la pandémie à Covid-19, étaient des gens qui étaient vraiment exposés donc à la maladie. Donc, ils pouvaient être stressés du fait d'être dans les lieux où la contamination est quand même assez forte. Donc, ceux qui ont été confinés, il peut arriver que des agents, dans le cas de la COVID, on a vu des agents de santé se soient infectés et on les a confinés. Et lorsque ces personnes sont confinées, elles peuvent développer donc des sentiments donc de culpabilité et du fait donc du confinement en se disant qu'elles sont à la base donc de la maladie et ça peut être vraiment délétère pour ces agents de santé. Comme autre source de stress, il y a le confinement. Je parle du confinement en rapport avec la COVID-19. Lorsque c'est une pandémie ou bien c'est une crise sanitaire qui nécessite que les personnes soient mises en quarantaine si elles sont infectées, la durée donc de la mise en quarantaine du confinement peut augmenter donc la crainte. Plus je dure en confinement, plus je dure en quarantaine, ça développe donc chez la personne donc la crainte de la crainte, la peur, l'incertitude par rapport à l'avenir et comment la maladie va évoluer, on ne sait pas. Comme autre facteur également, c'est une faiblesse ou absence de dispositifs donc, de soutien psychologique. Ou également les fausses nouvelles, les fausses informations, les rumeurs sont des facteurs donc de stress. Donc tous ces facteurs de stress peuvent impacter donc psychiquement le potentiel des soignants qui peuvent ne plus répondre à leurs tâches, à ce qui leur est demandé. On a vu les facteurs donc de stress. On va voir maintenant les facteurs de risque psychique euh, qui peuvent être d'ordre personnel, également d'autres personnes, c'est-à-dire les personnes peuvent être déjà, indépendamment donc de la crise sanitaire, avoir des difficultés à concilier leur vie de famille à leur vie professionnelle. Donc, c'est déjà quelque chose qui n'a rien à voir avec la crise sanitaire, mais cette difficulté-là peut être accentuée donc par la crise sanitaire. Également, les membres donc de famille de l'agent de santé qui sont infectés ou alors qui ont des pathologies donc graves. Ça peut être un facteur donc de risque. Les maladies chroniques ou antécédentes donc de troubles mentaux chez l'agent, chez le soignant. Le manque donc de support social, c'est-à-dire les personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne pour les accompagner, qui vivent seuls. Également le sexe féminin. On sait que le sexe féminin est le sexe un peu vulnérable. C'est pas, c'est sûr un peu de tout le monde. Donc ça fait partie donc des populations fragiles, donc les femmes et les enfants. Au niveau des facteurs de risque professionnel, il peut s'agir d'une exposition donc directe aux souffrances donc des personnes atteintes donc par la crise sanitaire. Le fait de travailler donc dans le centre de la crise sanitaire, dit dans le cas de la COVID-19, ceux qui travaillent sur Abidjan, ils avaient facilement donc le risque donc de développer donc un stress, un trouble psychique, de développer un stress. Le manque de cohésion au sein donc, de l'équipe. Si les équipes sont formées, il n'y a pas d'entente au niveau donc, des équipes soignantes, ça peut être un facteur de risque. Aussi, le manque de planification et d'organisation du travail. Lorsque le travail n'est pas bien organisé, n'est pas bien planifié, lorsque les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire comme tâche, ça peut être un problème. Et le manque de confiance en la hiérarchie, lorsque la hiérarchie n'inspire pas confiance, lorsque les décisions qui sont prises ne cadrent pas avec ce qui est sur le terrain, ça peut poser problème. Le manque de formation et de mauvaise utilisation donc, du matériel donc, pour éviter la contagion. Donc, dans le cas de la COVID-19, par exemple, lorsque les personnes allaient donc sur le terrain, et certaines personnes avaient du mal à pouvoir porter donc les équipes de protection individuelles. Donc, tout ça, ça peut être des facteurs donc de risque. Aussi, le manque donc de soutien psychologique aussi peut être un facteur donc de risque chez les intervenants. À côté donc des facteurs donc de risque, on a les facteurs de protection, du risque psychique. Et ces facteurs vont se décliner comme suite. D'abord, il y a le sentiment donc, de détenir différentes informations sur la crise sanitaire. C'est-à-dire le fait que j'ai des informations pertinentes, des informations fiables sur la crise sanitaire, ça me permet de pouvoir me protéger moi-même et de protéger donc mon entourage. La présence donc d'un bon soutien donc social pour les personnes qui ont un soutien social
qui est familier, qui est de bonne qualité, ces personnes-là se sentent protégées, donc ils auront du mal à avoir donc des facteurs donc, de risque psychique. Et aussi, lorsqu'on est sincère envers soi-même par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'événement, on est sincère envers soi-même, on sait qu'on a les capacités de pouvoir agir ou bien on sait qu'on ne peut pas agir, on n'est pas prêt à pouvoir s'engager donc dans la prise en charge donc des patients, il faut pouvoir être sincère pour pouvoir le dire. Je me rappelle au cours de la prise en charge des patients COVID-19, il y avait des médecins qui se sont sentis incapables de pouvoir agir. Donc ces médecins-là ont été remplacés. Il y avait un médecin, puis un infirmier, il me semble, ont été sortis donc du pool donc de prise en charge parce que si elles ne sont pas sûres, elles peuvent non seulement exposer donc les autres, mais s'exposer donc ils peuvent s'exposer puis exposer également les autres. Comme autre facteur donc de protection, c'est le volontariat. Le fait donc d'être volontaire pour aller apporter donc son aide, son assistance ou bien agir dans la crise sanitaire, c'est un facteur, c'est un bon point. Ça permet à la personne de pouvoir prendre toutes les mesures, toutes les garanties pour être efficace. Il faut savoir que les facteurs de protection donc, visent donc à réduire donc, le stress, l'anxiété et contribuent ainsi à augmenter donc, le sentiment d'efficacité personnelle chez les intervenants. Quelles sont les manifestations qu'on peut observer? Les manifestations du stress qu'on peut observer. Ça peut être au niveau donc physique. On peut avoir des douleurs ou bien des gènes au niveau de la poitrine, des sensations d'étouffement. Le sujet peut prendre des palpitations, le cœur commence à battre vite, il peut se plaindre de maux de tête, ou alors peut avoir une sensation de vertige, des difficultés donc à trouver donc le sommeil, une diminution donc de l'appétit chez certaines personnes qui ont du mal à pouvoir s'alimenter, à pouvoir manger. Par contre, d'autres personnes dans les situations donc de crise vont manger beaucoup plus que d'habitude, pour pouvoir essayer donc de calmer donc leur stress. Au niveau émotionnel, on va observer quoi? Des inquiétudes, une insécurité. La personne aura tendance à être hypochondriaque, c'est-à-dire la personne a l'impression qu'elle a la maladie, alors que c'est pas le cas. Lorsqu'elle va commencer à présenter un signe de la maladie, elle va déjà automatiquement donc faire le fil dans sa tête comme si elle est malade, comme si elle a toutes les pathologies, toutes les signes, les symptômes de la crise sanitaire pour laquelle la personne est en train d'agir. Également, on a le sentiment donc d'être dépassé par les événements. On ne sait pas ce qui se passe, on a l'impression on n'est pas réactif et que l'événement nous a dépassés. Et au niveau émotionnel également, on peut observer également une vision négative des choses, des événements que nous vivons. Donc, voir la vie de façon négative, Également, avoir le sentiment d'être découragé, d'être triste, d'être en colère du fait de la situation sanitaire que nous vivons. Et la peur de mourir, c'est très important, la peur de mourir. Et c'est cette peur de mourir là, souvent ça paralyse donc les soignants à pouvoir agir efficacement dans l'aide à apporter donc aux personnes en situation donc de souffrance sanitaire. Au niveau intellectuel, on a une altération du jugement avec des difficultés donc à cerner donc ce qui est vrai de ce qui est fausse comme information. Donc, au niveau de la crise à Covid, il y a eu beaucoup de fausses informations, des rumeurs qui ont véhiculé sur la toile. Donc, fallait recadrer pour donner les bonnes informations. On peut également avoir une fausseté donc, du jugement sur le mode de contamination, sur le traitement. Aussi, des difficultés, le sujet peut avoir des difficultés à pouvoir se concentrer, il peut avoir des pertes donc, de mémoire, il peut avoir du mal à pouvoir donc se décider. Donc, on a une indécision, on a du mal à prendre des décisions alors que ce sont des choses qu'il faisait auparavant. Ça sont des signes donc du stress. Au niveau comportemental, je peux être maladroit. Je peux être maladroite, elle peut casser un verre, elle peut se cogner, donc ne pas être attentif à ce qu'elle fait. On peut avoir des conduites d'évitement, éviter donc tout ce qui peut nous rappeler donc la crise sanitaire, tout ce qui est en lien avec la crise sanitaire. Si c'est par exemple à Abidjan, au lieu où je suis à Abidjan, je vais sortir d'Abidjan pour ne pas être en lien avec la crise sanitaire, avec tout ce qui concerne la crise sanitaire. Comme au niveau comportemental, on peut avoir l'irritabilité, la personne peut se fâcher vite, elle peut être agressive, elle peut s'isoler, se replier sur elle-même. On peut également observer aussi la prise donc de substances psychoactives. Donc la personne va consommer donc de l'alcool, va consommer donc des drogues, des médicaments, dans le but donc d'oublier, dans le but de pouvoir se traiter parce qu'elle a du mal devant donc les difficultés donc qu'elle traverse du fait de la crise donc sanitaire. Pour un sentiment donc d'impuissance, on ne peut rien, on ne peut rien, on ne peut pas agir, donc on est impuissant face à la situation. Il faut savoir que ces différentes donc, manifestations donc,
peut venir aggraver donc des problèmes donc qui existaient auparavant. C'est-à-dire c'est un patient qui avait déjà sa maladie donc cardiovasculaire, avec sa maladie digestive, sa maladie dermatologique, et la situation de crise sanitaire va venir aggraver, va venir amplifier donc cette pathologie que le patient avait, que la personne avait avant donc la crise sanitaire. Euh, Quelle a conduit à tenir donc devant un patient, devant une personne qui est en situation donc de stress dans le cadre donc d'une crise sanitaire. Donc, faut faire face à la situation. Faire face demande à agir donc sur la santé psychique donc, du patient, donc sur la pensée donc, du patient, agir sur la santé physique, faire en sorte que le patient se sente bien physiquement, agir également sur le stress personnel, agir également sur le travail donc d'équipe et agir enfin sur la gestion donc du stress donc professionnel. C'est tous ces éléments là sur lesquels il faut agir pour que pouvoir faire face à la situation donc de crise sanitaire et éviter donc le stress. D'abord la gestion donc du stress peut avoir donc un aspect donc préventif et un aspect donc curatif. D'abord au niveau de l'aspect donc préventif, c'est de prévenir donc l'apparition du stress après avoir identifié donc les facteurs potentiels de stress. C'est-à-dire, on va recenser tout ce qui peut être susceptible d'entraîner un stress sur le sujet et on va agir sur chacun donc, de ces éléments pour pouvoir prévenir donc l'apparition donc du stress sur l'individu. On a également l'aspect donc curatif qui consiste donc à faire des interventions donc concernant donc les plaintes du soignant et réduire donc les facteurs donc de stress sur le sujet. Donc il faut s'agir d'une approche individuelle et d'une approche donc organisationnelle. Individuellement, agir sur le sujet, organisationnel, c'est agir donc sur l'organisation du travail, l'organisation du travail pour que le travail soit efficace et que les intervenants puissent se sentir donc en sécurité. Donc, il faut identifier donc les problèmes causaux du stress et prendre le temps donc de pouvoir donc répondre donc à ces différents problèmes que le patient aura à donner, aura à éditer. Également, il faut demander donc le soutien des collègues. Donc, vous devez demander le soutien des collègues, des collaborateurs, parce que le soutien vous aide à pouvoir mieux vous sentir. Il faut apprendre donc à se détendre intellectuellement, physiquement et émotionnellement. Cela revient donc à valider donc ses émotions. C'est-à-dire, il ne faut pas dire non, moi je suis garçon, ce qui arrive à moi, ça ne me touche pas. Non, ça nous touche. Quand il y a une crise sanitaire quelque part, ça nous touche. Il faut pouvoir s'autoriser donc à ressentir donc des choses. Je peux pas bien me sentir, ressentir donc de la tristesse, ressentir donc de la peur, c'est normal. Il faut les accepter et les partager. Et puis après, il faut avoir donc le contrôle en les partageant. Ils vont nous donner leur expérience, ça va nous aider à pouvoir nous contrôler nous-mêmes. Il faut prendre soin donc de sa santé donc mentale. Il faut renforcer donc sa résilience parce qu'on a traversé des moments difficiles et des moments qu'on a eu à traverser, on a pu s'en sortir. Donc, se baser donc sur ces éléments, sur ces événements et sur comment on a réussi à s'en sortir. Donc, lorsque on a traversé ces événements, pour pouvoir agir, pour pouvoir nous forger donc un mental et aller donc de l'avant. Et il faut faire de la relaxation. La relaxation, c'est se détendre. Donc, on va voir de façon spécifique comment gérer donc sa santé mentale et renforcer donc sa résilience. D'abord, il faut faire confiance donc aux médecins, faire confiance donc au système donc de santé et au gouvernement qui les mettent en place. C'est-à-dire, dans ce cas, il faut éviter donc les rumeurs, car trop de fausses nouvelles, fausses informations vont circuler devant donc une crise donc sanitaire. Chacun veut donner des informations alors que c'est pas véritablement, c'est pas vérifié. Et ces informations peuvent augmenter donc la psychose, la panique donc au sein donc des populations. Il faut augmenter donc votre sentiment de sécurité et il faut positiver. Allez chercher donc les informations soient fiables, qui proviennent de sources sûres officielles. Ça peut être les sources au niveau du gouvernement, de l'OMS, les sources officielles reconnues pour pouvoir s'informer. Il faut garder donc en tête donc les faits, les expériences que vous avez eu à avoir et aussi les informations donc concernant donc la guérison des personnes qui sont concernées par la crise sanitaire. Donc tout ça, ça doit nous reconforter en voyant le taux donc de guérison, le taux donc de personnes qui arrivent à sortir de l'urgence. Dans le cas de la COVID-19, c'était quoi? C'est le déconfinement, c'était des indicateurs pour montrer aux gens que on peut être malade de la COVID-19, mais on peut s'en sortir. Il faut tolérer donc les incertitudes et il faut être souple et flexible devant donc certaines situations. Pouvoir donc s'adapter à ces situations si nécessaire. Donc, faut se souvenir que tout a une fin. Donc, c'est une crise sanitaire, certes, ça peut commencer, mais ça va
tôt ou tard se terminer. C'est un peu le cas de la COVID-19. Ça a commencé en Chine, c'est arrivé en Côte d'Ivoire, mais ça a pris un temps que ça devait prendre. Et puis, en ce moment, nous sommes en période donc de post-crise. Et puis, il y a plus trop de il y a plus trop de nouveaux cas. Donc, vous voyez que la crise a une durée de vie. Vraiment, il faut pouvoir accepter donc ce qu'on ne peut pas changer. Et puis, il faut relativiser dans nos priorités. On ne peut pas changer, on ne peut pas changer. Il ne faut pas se forcer à changer ce qu'on ne peut pas changer. Et puis, il faut pouvoir voir au niveau de nos priorités, qu'est-ce qui est plus important pour moi maintenant. C'est sur ça qu'il va falloir se focaliser, il va falloir mettre donc notre énergie. Également, il faut protéger, donc, il faut se projeter dans l'avenir. Donc, ayez donc une pensée positive, ayez donc des projets pour pouvoir, des perspectives donc d'avenir. Donc, ça nous aide à pouvoir tenir, donc, à nous en sortir face à une situation de crise sanitaire. Vous devez également être bienveillant envers vous-même, c'est-à-dire accepter dans vos émotions. Faut pas refouler les émotions pour dire non, moi je suis garçon, moi ça me touche pas. Non, il faut pouvoir accepter dans ses propres émotions, ses émotions. Euh, Même si vous jugez que ces émotions sont négatives, il faut pouvoir les accepter. Et aussi, il faut se concentrer quoi, sur ce qui vous aide à pouvoir aller de l'avant, ce qui vous aide à vous accomplir. Donc, souvenez-vous que vous pouvez y arriver, que vous n'êtes pas seul. Donc, il y a des gens pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous aider à vous en sortir. Il faut privilégier les activités donc, qui vous font que vous vous sentez bien. Pas profiter des activités qui font que vous vous sentez mal, qui font que des activités qui font que vous vous sentez mal, qui font que vous rentrez en dépression. Non, des activités qui sont valorisantes pour vous, qui vous aident à pouvoir avoir votre sentiment de fierté personnel. Donc, il faut valoriser donc ces activités-là. Il faut maintenir donc un contact donc avec ses proches, c'est très important avec ses proches, ses amis, ses collègues. Donc éviter donc d'être seul, de se retirer dans son coin. Et même si on est en confinement, on a le portable, on peut échanger avec les gens à l'extérieur. Et c'est ce qui a été bénéfique dans le cas de la COVID-19 parce que les gens avaient arrivé à échanger avec leurs proches. Ça fait qu'ils se sentaient moins seuls. Il faut participer donc à votre vie familiale, il faut développer donc la communication donc autour de vous. Il faut prendre donc soin donc de votre santé, hein. C'est important dans la gestion donc du stress, donc prendre soin donc de sa santé. Donc, faut manger donc équilibré, faut s'hydrater, il faut éviter donc les excitants, l'alcool, le tabac, la drogue, tout ça, ça peut augmenter donc le stress donc chez les gens. Donc, faut éviter donc ces excitants. Il faut dormir suffisamment, 6 à 8 heures de sommeil donc par jour. Donc, c'est important d'avoir une bonne hygiène donc du sommeil. Il faut faire des activités physiques. Il faut respecter donc les mesures qui sont prises donc dans le cadre de la prévention de la crise sanitaire, développer sa spiritualité. Et c'est important pour ceux qui sont spirituels. Et il ne faut pas rester donc seul. Euh, Parce que quand on reste seul, ça nous maintient donc dans cette souffrance donc qu'on a eu, ou bien qui ça maintient donc la souffrance. Donc faut pas rester seul, il faut partager donc faut être avec les autres, partager donc ses joies, ses peines avec les autres. Ça nous aide à pouvoir nous sentir soutenus, nous sentir aidés donc par les autres. Il faut augmenter donc notre solidarité collective. Donc, c'est important dans les situations d'urgence sanitaire. Il faut développer donc notre bienveillance et notre ouverture donc d'esprit. Donc, pour pouvoir aider les autres si on a les moyens, si on peut aider les autres. Il faut se soucier donc du bien-être des autres. Pas seulement de nous, ne pas être seulement égoïste, mais pouvoir également apporter donc notre aide aux autres. Au niveau donc des soignants, comment les protéger également. Il faut tenir compte donc des plaintes. Comment protéger donc les soignants. Il faut tenir donc compte des plaintes qui sont formulées donc par le personnel et apporter donc des réponses. Et les personnes peuvent se plaindre de ces éléments. Si on néglige cela, ça peut mettre à mal donc leur efficacité sur le terrain. Donc, il faut tenir compte de ces plaintes-là pour pouvoir apporter des solutions qui soient acceptables pour qu'ils soient efficaces. Il faut offrir donc des dispositifs donc, de soutien donc spécifiques parce que les personnes qui interviennent ont besoin d'une prise en charge psychologique spécifique pour leur permettre donc de pouvoir verbaliser ce qu'ils vivent, leur ressenti par rapport à leurs interventions. Il faut pouvoir favoriser donc le dialogue entre collègues, entre collaborateurs, donc faire donc des débriefings par rapport aux interventions que les soignants ont eu à faire. Ça permet de pouvoir prendre des expériences des uns et des autres pour pouvoir mieux gérer donc notre prochaine intervention dans la crise sanitaire. Vraiment, il faut protéger donc les soignants donc en première ligne. Dans la COVID-19, les patients en première ligne étaient vraiment assez protégés. Donc, il y avait des équipements de protection, il y avait une cellule donc d'écoute qui les aidait à pouvoir vraiment être efficaces donc sur le terrain.
et à ne pas se sentir seul. Il faut améliorer les conditions donc de travail, c'est très important. Il faut que le cadre soit agréable. Il faut que le matériel dont on a besoin pour travailler soit disponible. Il faut les encourager. Il faut essayer donc de gérer donc les conflits et améliorer donc les relations si les conflits existent au niveau donc des équipes d'intervention. Donc nous venons donc de voir donc la gestion, la gestion donc du stress, donc le stress et sa gestion. Nous allons voir en deuxième partie ici l'accompagnement donc psychosocial. Donc qu'est-ce que c'est que l'accompagnement psychosocial et comment on fait l'accompagnement psychosocial? Donc c'est ce que nous allons voir dans cette partie. C'est-à-dire que l'accompagnement donc psychosocial, c'est une démarche donc qui est basée donc sur l'approche globale de la personne en difficulté psychique, physique et matérielle face à un problème donc qui dépasse donc ses capacités de réaction et d'adaptation. D'abord, est-ce que cela vise à guider et à soutenir la personne pour la mettre, pour lui permettre donc de rétablir progressivement donc les liens sociaux avec ses proches et de se reconstruire. C'est important. Et ça se base donc sur trois éléments, sur l'accueil, sur l'écoute et sur l'accompagnement proprement dit. Il faut savoir que l'accueil, c'est le premier élément, c'est l'élément fondamental, premier élément dans l'accompagnement psychosocial. Donc, c'est le premier temps donc de l'écoute. C'est la manière donc de se comporter, donc de recevoir la personne qui vient à nous. L'accueil constitue quoi? Le premier soin dans la qualité donc qui va influencer donc la relation entre le soignant et le soigné. Si l'accueil n'est pas de bonne qualité, dès le départ, ça va compromettre la relation entre le soignant et le soigné. Donc la qualité donc de l'accueil est une gage donc de satisfaction et d'adhésion au traitement, au suivi de la personne donc en difficulté, de la personne en état donc de situation donc sanitaire. Donc l'accueil permet de favoriser donc un climat donc de confiance. Quand l'accueil quand on a un bon accueil, ça fait que le patient se sent en sécurité, se sent en confiance. Le patient peut facilement dire tout ce qu'elle vit. Donc les principes du bon accueil sont d'abord que le soignant, l'intervenant donc soit disponible, donc accorder du temps suffisamment pour la personne qui vient à nous. Il faut mettre en place donc des conditions donc favorables pour une bonne communication. Donc, on a que quelqu'un, il faudrait que le cadre où on reçoit la personne soit un cadre qui soit vraiment agréable. Il faudrait que ce soit un cadre où il n'y a pas assez de bruit, où il n'y a pas trop de bruit, trop des va-et-vient, donc un endroit qui soit quand même assez sécurisé pour la personne. La qualité donc de l'écoute donc du soignant. Donc vous devez avoir une bonne qualité donc d'écoute. Donc pouvoir comprendre ce que le patient vous dit, être attentif à sa mimique, à ce que le patient fait en vous parlant. Donc être disponible, être présent. Vous devez préserver donc l'intimité donc des patients et la confidentialité. Lorsque les patients viennent à nous, on doit pouvoir leur permettre donc d'avoir au moins ce garantie-là, cette garantie-là de préserver leur intimité et puis leur confidentialité parce que des choses, des informations nous sont données et que même la famille ne sait pas. Donc, faut pouvoir être garant et puis garder donc cela en confidentialité. Il faut créer donc un climat donc de confiance soignant-soigné pour que la personne en état donc de stress ou bien en état donc de détresse psychologique donc puisse s'ouvrir. Également, il faut avoir une bonne qualité donc d'information qu'on va donner aux personnes qui viennent à nous. Il faut que l'information qu'on va donner soit des informations soient claires, qui soient exactes et non des informations qui sont tronquées ou même qui sont mensongères. Donc l'écoute, euh, après donc l'accueil, on aborde maintenant l'écoute. L'écoute, c'est une activité donc primordiale de la communication, c'est très important. Donc il faut aller au-delà donc des mots que le patient va dire, que la personne va dire. Et il faut se tenir compte donc de la manière dont la personne va s'exprimer, mais également des émotions qui sont associées donc aux mots. Et rechercher par le sens caché donc des mots que le patient va dire, voir l'attitude, comment la personne dit et comment la personne se comporte. Et il faut tenir également compte donc de ses propres émotions pour ne pas qu'il y ait une interaction entre les émotions que la personne est en train de faire et puis nos propres émotions. Donc la communication peut être quoi? Verbale ou non verbale. Quand elle est verbale, c'est ce que le patient dit, donc ce sont les paroles. La question non verbale, c'est le corps, comment le patient bouge, comment le patient donc se comporte. Donc ces éléments-là peuvent nous aider à pouvoir détecter s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a un stress, s'il y a quelque chose, s'il y a une souffrance qui est exprimée parce que le corps parle. Donc au niveau de l'écoute, il faut savoir que le langage constitue quoi, 10 à 20% donc de la communication, de la communication avec le patient. Mais les 90 à 80, 80 90% sont conçus par quoi? Par le paralangage, c'est-à-dire le non-verbal, le comportement, l'attitude, la pensée et la croyance, ainsi que les valeurs que la personne peut avoir.
Donc, dans l'écoute active, consiste à faire quoi? À poser donc des questions non ouvertes. Donc, demander aux patients ce qui se passe pour qu'elles puissent vous donner les informations dont vous avez besoin. Et lorsque le patient vous parle, il faut pouvoir donner des actes d'expression. C'est-à-dire, il faut que vous montrez à la personne que vous l'écoutez. Donc, quand on parle d'acte d'expression, ça peut être quoi? Oui, je vous écoute. Ok, ok. Donc, ça sont des répondants pour que la personne sache que vraiment vous êtes là avec elle. Il faut synthétiser donc périodiquement ce que la personne vous dit. Pour ne pas que vous passez à côté de ce que la personne vous dit. Donc, de temps en temps, il faut pouvoir refaire un peu le résumé de ce que la personne vous a dit pour se rassurer on est sur la même longueur d'onde que la personne. Il faut rester donc au niveau donc des faits concrets. Il ne faut pas interpréter ce que la personne vous dit. Donc, il ne faut pas juger, il ne faut pas interpréter. Il ne faut pas hésiter donc à faire parler donc son interlocuteur sur ce qui la fatigue. Donc, la personne peut ne pas avoir envie de vous parler de certaines informations. Il faut pas l'amener à vous donner des informations sur ce qu'elle n'a pas envie de dire. Donc, il faut respecter le silence, il faut respecter donc les temps de pause que la personne aura à faire. Comme principe donc de base, c'est rester calme euh, et avoir une bonne maîtrise donc de soi-même. Donc si on se maîtrise nous-mêmes, on peut avoir une bonne écoute. Parce que si on ne se maîtrise pas nous-mêmes, on risque de ne pas bien écouter la personne parce on a l'esprit un peu distrait, on est un peu partagé en ce que la personne dit. Et puis nos propres pensées, ça peut perturber donc l'écoute qu'on doit apporter donc à une personne. Il faut rester donc courtois avec la personne qu'on écoute et qui parle. Donc pendant que la personne parle, il ne faudrait pas que nous parlions. Donc ça fait que ça crée un peu la cacophonie. Il faut pouvoir l'écouter. Il faut chercher à comprendre donc sans évaluer. Donc ce qu'elle nous dit, on doit essayer de comprendre ce qu'elle nous dit sans pouvoir porter de jugement, sans pouvoir évaluer pour dire ah ça c'est un mensonge, mais ça c'est pas normal. Non, non, on essaie d'écouter, comprendre ce que la personne nous dit. Il faut reformuler, si possible, ce que la personne nous dit pour pouvoir recadrer et valider ce que la personne nous dit. Il faut rester donc attentif donc à sa personne et à ce que la personne dit. Donc attentif à ça dit pouvoir se concentrer sur soi-même, mais en écoutant donc la personne sans se départager, pour pouvoir être présent. Donc, on aborde donc le troisième élément. Le premier élément, c'était l'accueil. On a vu l'écoute. Maintenant, on va aborder donc l'accompagnement psychosocial. L'accompagnement psychosocial, ça consiste donc à déterminer donc les besoins psychosociaux donc du patient ou même de la personne et son entourage. Donc, la personne, que vous l'avez écouté, en l'écoutant, elle va vous déterminer donc ce dont elle a besoin. Même si elle ne le dit pas, vous pouvez lui demander ses besoins psychosociaux pour pouvoir voir comment répondre à ses besoins. Vous devez également déterminer donc les représentations personnelles devant la situation donc, de crise sanitaire, comment la personne voit la crise sanitaire, quelles sont ses perceptions par rapport à cette crise ou par rapport à ce qu'elle vit. Il faut pouvoir relativiser aussi la souffrance, de sorte que la personne puisse savoir qu'elle a vécu des trucs plus difficiles que ce qu'elle vit actuellement. Donc, elle peut comparer à la situation antérieure qui était peut-être plus douloureuse pour la personne pour se rendre compte que ce qu'elle vit, c'est difficile, mais elle peut s'en sortir. Il faut pouvoir informer et éduquer donc la personne donc, sur la maladie, sur les possibilités donc, thérapeutiques et sur les effets secondaires donc, des traitements, également sur la surveillance donc, initiale. Dans le cas de la COVID-19, par exemple, les patients étaient informés donc, sur la maladie, sur les possibilités thérapeutiques avec tous les soins qui étaient mis en place, notamment les soins qui étaient symptomatiques. Donc, on traitait donc les signes. Également, les effets secondaires étaient donnés aux patients, pour certains patients qui portaient des effets secondaires. Et il y avait la surveillance dans les lieux donc, de prise en charge. Vous pouvez donc déconseiller donc l'automédication. Certains patients devant les crises sanitaires, lorsque les crises sont des maladies, vont avoir tendance donc à pouvoir elles-mêmes se soigner, prendre des médicaments, des décoctions qui peut-être même souvent vont aggraver donc la maladie qui se présente à elles. Il faut déconseiller donc l'automédication, je l'ai déjà dit. Il faut préparer donc le sujet donc à accepter donc les événements. Ça peut être la maladie, ça peut être les restrictions, la stigmatisation. Faut que la personne puisse accepter. Dans le cas de la COVID-19, c'était quoi? C'était le confinement. Il faut pouvoir amener la personne à accepter le fait qu'elle soit retirée donc de sa famille pour être mise à quelque part, pour, dans le cas de la protéger, protéger également les autres pour ne pas qu'elles soient contaminées. Ça peut être également la stigmatisation. On peut avoir un regard différent sur vous lorsque vous sortez donc d'une crise sanitaire qui peut être mortelle. On peut se dire, non, vous êtes parti, vous n'allez plus revenir. Et on a eu beaucoup de cas de figure pendant la prise en charge des patients Covid-19. Ceux qui étaient mis en quarantaine, lorsqu'elles retournaient chez elles, il y avait la stigmatisation. Les gens les évitaient parce qu'on se disait qu'elle allait contaminer, ils allaient contaminer. Dans l'accompagnement, c'est d'aider le patient à gérer quoi, ses émotions et ses manifestations psychologiques. Donc, ça peut être par la relaxation, ça peut être par la résolution des problèmes que le patient va donner. Donc, avec le patient, vous allez identifier les problèmes. Donc, la résolution de ces problèmes permet au patient de pouvoir gérer donc, ses émotions. Ça peut être la psychoéducation. Dans la psychoéducation, on va
tenir compte donc de expliquer donc la manière à la personne comment la personne peut mieux se porter, les gestes qu'elle doit adopter, les mesures qu'elle doit prendre pour qu'elle puisse elle s'auto-contrôler elle-même pour pouvoir être en bonne santé. Également, on peut être amené à consulter donc un psychiatre ou un psychologue dans les cas où les symptômes psychiatriques donc, sont très importants, sont avérés et qui nécessitent donc un, un appui ou bien une prise en charge donc, psychiatrique pour pouvoir aider donc le patient donc à retrouver donc la continuité dans ses projets de vie. C'est-à-dire, il faut que le patient qui avait des projets donc de vie ne se dise pas non, je vais mourir, donc c'est plus la peine de faire ce que je voulais faire. Donc, il faut que la personne puisse reprendre le cours de sa vie normalement, puisse être maître de sa vie et non se laisser donc guider donc par la crise donc sanitaire. Il faut procéder donc à des entretiens donc individuels pour éclairer donc les suicides des populations donc certaines préoccupations. Ça peut être lié quoi, les préoccupations liées donc au travail, liées à la famille, liées à la sexualité. Il faut savoir que dans certaines crises, la sexualité est très importante parce que la personne qui est mise en quarantaine a des besoins sexuels que la personne ne peut exprimer et il faut pouvoir tenir compte donc de tous ces éléments-là. Il faut assurer donc aux patients donc d'avoir donc une personne de confiance dans son entourage. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance de confiance qui peut être une aide pour la personne en situation donc de crise sanitaire. Il faut également amener donc les patients, mais les personnes donc à faire confiance donc à leurs proches. Et il faut savoir que le rôle donc, des proches est très important, il ne faut pas le sous-estimer parce qu'ils peuvent aider véritablement les personnes dans état de situation de crise sanitaire à aller mieux parce ils sont soutenants, ils sont présents et ça reconforte donc la personne en situation de crise sanitaire. Il faut trouver donc la distraction pour les personnes qui sont confinées, par exemple. Et il faudrait que ça peut être des jeux pour que le patient ne se sente pas seul, pour qu'il sente que, certes, il est en quarantaine, mais son temps est occupé. Il arrive à meubler donc, le temps qu'il doit passer donc, en confinement. Également, il faut rendre donc le domicile plus confortable pour ceux qui doivent rentrer chez eux à domicile. Il ne faudrait pas que le domicile soit inconfortable ou alors soit problématique donc pour la personne. Par exemple, c'est une personne qui est par exemple diabétique ou bien qui a un problème donc à marcher. On ne va pas la mettre à l'étage alors qu'il y a une chambre en bas. Donc, il faut tenir compte un peu de ces éléments. Il faut inciter donc les patients donc, à rétablir les patients donc, sont rétablis du fait de la pandémie, donc à intégrer dans des associations ou des équipes de sensibilisation. Et ça permet également à pouvoir aider donc leurs frères et sœurs qui sont peut-être dans une situation de crise sanitaire, qui ont des difficultés. Et dans avant la COVID-19, c'est des personnes qui sont sorties de l'hospitalisation après donc le confinement, après donc l'hôpital pour ceux qui étaient hospitalisés donc au CHU de Cocody. Ces personnes ont servi donc de relais, ont sensibilisé donc leur entourage, ceux qui étaient autour d'eux pour leur parler vraiment de l'arrêté de la maladie parce elles ont été des victimes et elles sont sorties indemnes de cela. Donc ça permet aux gens de pouvoir croire, de pouvoir savoir que c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose de réel. Et aussi, enfin, il faut pouvoir associer donc les parents, les proches, en cas donc de décès. Si par exemple un patient ou bien une personne a été dans le cadre d'une urgence sanitaire est décédé de fait donc d'urgence sanitaire, il ne faudrait pas qu'on fasse donc les rites funéraires tout ça sans que la famille ne soit associée. Même si la maladie est contagieuse, il faudrait que la famille soit présente en prenant les mesures de sécurité possibles pour ne pas que la famille donc s'infecte, mais faire en sorte que l'inhumation soit digne. Il faudrait que les parents ou bien les connaissances de la personne soient quand même assez là pour pouvoir accompagner la personne de fin dans sa dernière demeure. Donc, en conclusion, il faut savoir que en prenant donc conscience donc de comment vous vivez et traversez donc les urgences donc sanitaires, en mettant donc en place des stratégies donc de gestion donc de stress pour soi-même et pour les autres, il est plus facile donc pour nous donc de pouvoir donc traverser donc les épreuves, les urgences donc sanitaires. Et la gestion donc du stress en situation donc d'urgence sanitaire est très important. C'est un travail donc qui est collectif et qui doit donc s'adapter donc aux situations donc individuelles. Et l'accompagnement psychosocial permet donc de pouvoir prendre la personne donc dans toute sa globalité. Merci. Ainsi prend donc fin donc le cours sur la gestion du stress et l'accompagnement psychosocial. Je vous remercie.